Antoine de Saint-Exupéry. On connaît tous l'aviateur, le poète et bien sûr le père du Petit Prince. Mais que sait-on de son tout dernier projet? Son œuvre la plus dense, la plus mystérieuse, celle qu'il a laissée inachevée à sa mort. Allez, on plonge ensemble dans le grand secret de Citadelle. C'est fou, mais c'est par ces mots, qu'il disait souvent en rigolant, que Saint-Exupéry décrivait lui-même ce projet monumental. Il le savait, cette œuvre était beaucoup trop vaste, trop ambitieuse pour tenir en une seule vie. C'était son testament, et il l'a pensé dès le départ pour l'éternité. Et donc, après sa disparition en mer en 1944, on a découvert le fameux manuscrit. Et attention, ce n'est pas un livre fini, mais plutôt une masse de pensées brutes, un véritable chantier intellectuel et spirituel qui nous donne en fait un accès direct à l'esprit de l'écrivain au travail. Le chiffre est assez impressionnant, 985 pages. Il faut s'imaginer la scène. Saint-Exupéry, tard dans la nuit, qui dicte ses pensées dans un dictaphone. Et le matin, une dactylo retranscrivait ce qu'elle entendait, sans que l'auteur ne prenne jamais le temps de relire ou de corriger. Ce qui en ressort, c'est donc un texte à l'état pur, à l'état brut. Il faut s'attendre à des répétitions, à des passages un peu obscurs, même à des erreurs de transcription. Mais c'est aussi ça qui fait sa force. C'est un peu comme observer un sculpteur en plein travail. On voit les coups de ciseaux, les hésitations, bien avant que l'œuvre ne soit polie et finie. Alors, comment on trouve un fil conducteur dans ce labyrinthe de pensées? Eh bien, Saint-Exupéry nous en donne un. Une voie unique. Celle d'un chef du désert qui, une fois devenu maître de son empire, médite sur ce qui fonde une civilisation, sur ce qui donne un vrai sens à la vie des hommes. La première partie de son éducation, il la reçoit de son père, l'ancien chef. Et c'est une transmission de sagesse, pas du tout sous forme de lois ou de règles, mais plutôt de grands principes sur la nature humaine. Le point crucial, il est là. Pour le père, un peuple ne se construit pas avec des raisonnements logiques ou en satisfaisant simplement les besoins matériels. Non, il se construit en donnant aux gens quelque chose de plus grand qu'eux à bâtir ensemble. Cette phrase, c'est peut-être le cœur de tout le livre. La fraternité, elle ne naît pas de la simple proximité ou des intérêts communs, mais bien de l'effort partagé vers un objectif qui nous dépasse tous. C'est le projet commun qui est le vrai ciment de la communauté. En gros, le père oppose deux visions du pouvoir. D'un côté, on peut donner aux gens ce qu'ils veulent, du grain, du confort matériel. Mais ça les isole et ça les pousse à se détester les uns les autres. De l'autre côté, on peut leur imposer une tâche difficile, comme construire une tour. Et c'est dans ce sacrifice partagé qu'ils se découvrent frères. Devenu chef à son tour, le narrateur observe son peuple et il fait un constat terrible. La maladie que son père avait prédit s'est installée. L'empire est peut-être riche matériellement, mais il est spirituellement vide. Cette image est à la fois terrible et puissante. La ville est devenue une sorte de coquille vide. Les gens s'agitent, ils consomment, ils existent, mais ils ne vivent pas vraiment. Pourquoi? Parce que plus rien ne les relie, plus rien ne donne de sens à leurs actions. Le diagnostic est sans appel. Le peuple a perdu son cap, sa direction. Les structures qui donnaient un sens, comme les temples, sont devenues des sortes de musées sans vie. Chacun vit pour soi, sans aucun projet collectif. La sève ne circule plus dans l'arbre. Et c'est là que la question se pose de manière cruciale. Si le confort matériel ne suffit pas et si l'individualisme mène à une sorte de mort spirituelle, alors comment on fait pour ranimer la flamme? Comment redonner une âme à ce corps immense? La réponse de Saint-Exupéry, elle est très claire. Le rôle du leader, que ce soit un politique, un artiste, un penseur, c'est de proposer un grand projet, une cathédrale. Pas forcément un bâtiment en pierre, mais une structure invisible qui donne un sens aux efforts de chacun. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que la valeur, elle ne réside pas dans les pierres de la cathédrale, mais dans l'acte même de la construire. Une pierre toute seule, bon, ce n'est qu'un caillou, mais une pierre dans un mur qui porte un morceau de voûte, là, elle acquiert une signification presque éternelle. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des cadres. Des fêtes qui rythment l'année, des rituels qui unissent les gens, un langage qui permet de partager une même vision du monde. Le but, c'est de faire en sorte que chaque petite vie individuelle vienne s'inscrire dans une histoire plus grande qu'elle. D'accord, mais alors quelle est la place de l'individu dans cette structure immense? C'est là que Saint-Exupéry nous amène à la conclusion philosophique de son œuvre. L'être humain ne grandit que dans la tension et la difficulté. C'est une idée absolument magnifique. Ce ne sont pas les choses faciles qui nous construisent, mais plutôt nos conflits internes, les choix impossibles, les douleurs qu'on doit surmonter. C'est en intégrant ces contradictions qu'on s'élève et qu'on devient en quelque sorte plus vaste. Et l'image finale qu'il nous laisse pour résumer tout ça, c'est celle du cèdre. L'arbre, il prend ce qu'il y a de plus simple, de plus brut, la terre, les cailloux, l'eau, et par une force intérieure, par une direction unique, il les transforme en un être vivant magnifique. Eh bien, la civilisation, pour Saint-Exupéry, c'est ça. Transformer la matière humaine brute en une œuvre d'art collective. Citadelle est un livre inachevé, c'est vrai, mais sa question centrale, elle, nous est posée très directement.
Aujourd'hui, au-delà de notre confort et de nos divisions, quel est notre grand projet commun? Quelle est cette fameuse cathédrale invisible qui pourrait transformer une collection d'individus en une véritable communauté? Saint-Exupéry a laissé la page blanche. C'est peut-être à nous d'essayer d'y répondre.